Bonsoir à toutes et à tous, donc merci d'être venus nombreux et nombreux ce soir chez Caribe. Alors il y a deux choses simultanées en fait ce soir. D'une part, et je vous dis, on est inscrit dans le cadre d'une opération qui s'appelle Paris des libraires. On aime beaucoup, c'est une façon pour la mairie de Paris de promouvoir en fait le fait que les librairies font plein de choses, ce qui est vrai, et on y est très sensible, d'autant plus que nous on fait 1 à 2 soirées par semaine toute l'année, donc on y est particulièrement sensible. Et on est particulièrement heureux ce soir d'accueillir un auteur qu'on aime beaucoup et qui nous a proposé, après une soirée en fait, il y a quelques semaines ou mois de ça, dire ça serait bien si on pouvait faire quelque chose autour de Samuel Beckett. On s'est dit ouais mais Samuel Beckett c'est un peu un monument, c'est compliqué. Je dis ouais mais moi j'aimerais bien parler de comment moi j'ai rencontré Samuel Beckett, comment il a donné du sens à ce que je faisais, comment, enfin j'ai eu du sens, tu diras ça beaucoup mieux que moi, hein. Mais donc on est très heureux d'accueillir Philippe Hanoch ce soir, dont on vous dira un petit mot sur pourquoi on l'aime. Enfin, pour qu'on aime ce qu'il écrit, hein, non, c'est pas bien. Mais on l'aime aussi beaucoup, mais on parle surtout de ses écrits. En fin de soirée, mais avant tout pour qu'il nous parle ce soir, voilà, de sa rencontre avec Samuel Beckett et de la façon dont tout ça a résonné. Et donc pour tout le reste, bah, tu as carte blanche hein, ce soir. Et on me dit que ça ne durerait pas au-delà de minuit, minuit et demi. De toute façon, donc voilà. On va essayer d'être raisonnable. Hein. Bah, ça a commencé quand j'avais à peu près 16-17 ans. Ça a commencé au lycée, hein, ça a commencé en classe. Et donc en classe, j'avais un professeur à l'époque que j'ai averti de cette rencontre. D'ailleurs, je ne lui ai pas dit que j'allais parler d'elle en espérant qu'elle viendrait. Parce que je me suis dit, si jamais je lui dis que je vais parler d'elle, elle ne viendra pas. Et voilà, mais bon, elle vit en province, et donc elle n'était pas à Paris à ce moment-là, donc elle n'est pas venue quand même, c'est dommage. Et ce professeur, en fait, à cette époque-là, je ne savais pas encore que c'était Daniel Obi, qui est un écrivain de qualité, dont j'aime beaucoup le travail, que j'ai découvert forcément depuis, puisqu'à cette époque-là, elle n'avait encore jamais publié. Et donc, c'était quelqu'un de très actif, c'est toujours quelqu'un de très actif et de très généreux. Maintenant, elle a arrêté d'enseigner. Et elle m'a fait rencontrer Beckett de deux manières différentes. D'une part dans le cadre du cours où elle avait prévu donc parmi les œuvres au programme de cette année de première, donc c'était l'année du bac, donc de mettre fin de partie. Voilà. Et puis donc en même temps, comme c'était quelqu'un de très dynamique, elle avait aussi l'idée de lancer un club théâtre. Et il s'est trouvé que cette année-là, c'était une époque où l'éducation nationale avait beaucoup plus de moyens que maintenant. Je m'étais retrouvé dans une classe où il y avait trop d'élèves pour faire 2 classes de première, et on s'était retrouvé dans une classe, enfin bref, les circonstances ont fait qu'on n'avait que 9 élèves. Donc ce qui était tout à fait miraculeux. Et du coup, comme c'était... elle présentait ça avec tellement d'enthousiasme, je me suis pas senti autorisé à ne pas participer à ce club théâtre dans lequel on devait monter un spectacle qui était fait à partir d'extraits de Beckett également, et notamment d'extraits de Mercier et Camier. Mercier et Camier. Bon, je vais prendre les miens. Voilà. Mercier et Camier. Voilà, ça c'est le mien, il a servi. Et puis également de Malonmer, non pas de Malonmer, de l'Innommable, voilà. Et donc c'est par ces deux biais-là que je suis rentré dans Beckett. Alors puis je suis un peu rentré dans le théâtre aussi parce qu'en fait il s'est avéré qu'à partir du moment où j'ai commencé à en faire, alors que je me sentais un peu contraint au départ, je me suis rendu compte que ça allait compter pour moi, et le fait est que j'en ai fait ensuite pendant 20 ans. Et que je n'ai arrêté à peu près que quand j'ai commencé à publier. Et puis, par ailleurs, donc aussi dans les textes. Alors, il s'est passé à ce moment-là quelque chose d'assez terrible, je dirais, de très très fort. J'écrivais déjà, hein, moi quand j'étais en première, en fait, ça faisait déjà des années que j'écrivais. J'écrivais très quotidiennement, et ça faisait des années que j'écrivais, et ça a correspondu vraiment au moment où je me rendais compte déjà depuis quelque temps que ce que j'écrivais
ne valait rien. Et j'en avais déjà conscience, mais à ce moment-là, j'avais acquis l'idée que puisque ce que j'écrivais était mauvais, que peut-être le fait que ce soit mauvais était peut-être intéressant, et qu'à partir de ça, on pouvait peut-être arriver à faire quelque chose. Et j'avais un projet littéraire qui était déjà en cours à l'époque, et que Pascal Arnaud, ici présent, connaît d'ailleurs, et sur lequel je travaillais. Et je pense que la découverte de Beckett à ce moment-là, même si à ce moment-là je ne pouvais pas mettre des mots dessus de cette façon-là, a résonné terriblement là-dessus. Alors, bon, je vais peut-être, il faut en même temps, je raconte ma vie là. Il faut peut-être que je parle un peu de Beckett aussi. Hein, donc, je vais dire comme, la première chose qui m'a frappé, en fait, c'est chez Beckett la mise à distance du fait de raconter des histoires. Les personnages de Beckett racontent des histoires. Alors c'est très net déjà dans Front Party. Il y a un texte dans Front Party qui m'a résonné tout de suite terriblement. Il y a eu une époque où je connaissais la pièce presque par cœur, et notamment ce passage-là, que je vais vous en lire un tout petit passage, comme ça ça va vous donner une idée quand même. Hein, et vous allez comprendre. Donc c'est Ham qui parle. Alors c'est la seule pièce de théâtre dont je vais parler. D'ailleurs je vais parler surtout de ses romans, mais comme voilà. Donc ce texte-là a terriblement résonné pour moi. Donc Ham parle tout seul au départ, puis à un moment il va se mettre à raconter une histoire, et on voit la mise à distance de l'histoire. Alors où en étais-je? C'est cassé, nous sommes cassés. Ça va casser. Il n'y aura plus de voix. Une goutte d'eau dans la tête depuis les fontanelles. Elle s'écrase toujours au même endroit. C'est peut-être une petite veine, une petite artère. Ah non, c'est l'heure. Où en étais-je? L'homme s'approcha lentement en se traînant sur le ventre. D'une pâleur et d'une maigreur admirables, il paraissait sur le point de... Non, ça je l'ai fait. Un long silence se fit entendre. Joli ça. Je bourrais tranquillement ma pipe en magnésite, l'allumais avec, mettons une suédoise, en tirais quelques bouffées. Ah. Allons, je vous écoute. Il faisait ce jour-là, je m'en souviens, un froid extraordinairement vif. 0 au thermomètre. Mais comme nous étions la veille de Noël, cela n'avait rien d'extraordinaire, un temps de saison comme cela vous arrive. Allons, quel sale vent vous amène? Il leva vers moi son visage tout noir de saleté et de larmes mêlées. Ça va aller. Non, non, ne me regardez pas, ne me regardez pas. Il baissa les yeux en marmottant. Des excuses sans doute. Je suis assez occupé, vous savez, les préparatifs de fête. Mais quel est donc l'objet de cette invasion? Il faisait ce jour-là, je me rappelle, un soleil vraiment splendide, 50 à l'héliomètre. Mais il plongeait déjà chez les morts. Joli ça. Allons, allons, présentez votre supplique, 1000 soins m'appellent. Ça, c'est du français, hein. Enfin. Ce fut alors qu'il prit sa résolution. C'est mon enfant, dit-il. Aïe, 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 un enfant, voilà qui est fâcheux. Mon petit, dit-il, comme si le sexe avait de l'importance. D'où sortait-il? Il me nomma le trou. Une bonne demi-journée à cheval. On n'allait pas me raconter qu'il y a encore de la population là-bas. Tout de même, non, personne, sauf lui et l'enfant, en supposant qu'il existât. Bon. Je m'enquis de la situation à Cove, de l'autre côté du détroit. Plus un chat. Bon. Et vous voulez me faire croire que vous avez laissé votre enfant là-bas, tout seul et vivant, par-dessus le marché? Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon le passage est un petit peu long. Et en fait, ce qui me
troublait terriblement là-dedans, c'était le problème de l'identification des personnages mentionnés, puisque, bon, on est dans une pièce de théâtre, d'un seul coup, Ham se met à raconter ce qu'il appelle son histoire, mais son roman, il dit son roman, et en fait, on voit des personnages, on est tenté de faire des identifications, a priori on peut supposer que l'homme qui vient, que le narrateur est Ham jeune, et que l'homme qui vient le supplier est le père de Clove ou Clo, selon les prononciations, qui deviendra le serviteur de Ham. Mais c'est pas dit. Et donc, ce n'est pas dit, et il y avait une espèce de mise à distance de l'histoire qui, comme si l'histoire n'était finalement qu'une anecdote, et que ça comptait pas tellement, qui me plaisait, qui correspondait à quelque chose que j'avais en moi, parce que précisément, moi j'étais justement en train de me rendre compte que dans ce que j'étais en train d'essayer de raconter à ce moment-là, dans ce que je voulais raconter, finalement à chaque fois, c'était quand vraiment j'essayais de raconter que le texte devenait le plus mauvais possible. Et qu'en fait, c'était précisément à partir du moment où je commençais à remettre en question la pertinence du fait de raconter une histoire, c'est à ce moment-là que, tiens, il se passait quelque chose qui faisait que ça devenait intéressant. Donc voilà, donc j'en étais là avec Fan Party, et puis donc ça on l'étudiait en classe, hein, pas ce passage-là d'ailleurs, je ne l'ai pas présenté au bac ce passage-là, mais enfin il y avait d'autres passages, voilà, et puis parallèlement on a commencé à jouer donc ce spectacle qui était un montage d'extraits de... Alors il n'y avait pas que Beckett dedans, il y avait d'autres textes, mais il y avait notamment Mercier et Camier. Mercier et Camier, qui est un roman trop méconnu de Beckett, dont je vous recommande chaleureusement, vivement, enfin je le vois que chaleureusement c'est pas la peine aujourd'hui, mais vivement la lecture. C'est un texte qui est très méconnu. Alors on parle souvent de la trilogie de Beckett avec Molloy, Malone et Innommable. En fait, c'est la critique américaine qui parle souvent de la trilogie. Quand on regarde les critiques français qui ne sont pas forcément uniquement influencés par la critique américaine, le terme de trilogie apparaît de manière moins systématique. Et honnêtement, je me suis toujours demandé pourquoi parler de trilogie, alors qu'en fait, les textes qui précèdent Molloy font partie du même ensemble romanesque qui va être poursuivi par Molloy. Et notamment, donc Mercier et Camier, Watt, il en a fait mention dans... Pas dans Molloy, il ne me semble pas de souvenir, mais en tout cas dans Malone Meurt, oui, dans l'Innommable aussi. Et donc voilà, et d'ailleurs, et déjà, dans Mercier et Camier, il y a aussi des références au texte qui précède, notamment à Watt, qui est le roman précédent, et à Murphy. Mercier et Camier, c'est le premier... Alors, il est intéressant aussi parce que c'est quand même je dirais, c'est une espèce de point de convergence de l'œuvre de Beckett quand même, on n'y pense pas assez. C'est son premier roman en français. Le premier roman en français de Beckett, c'est pas Molloy, hein, c'est Mercier et Camier. Et c'est aussi alors il a une singularité, c'est le seul de ces romans où les dialogues sont majoritaires. Hein, et on a deux personnages donc qui tentent une sorte de voyage immobile, et qui, à certains égards, annonce très clairement Vladimir Estragon de Jonathan Godot, mais dont les soucis et les préoccupations sont aussi très clairement celles de Molloy. Par exemple, on y retrouve la question des propriétés, qui est un des thèmes beckettiens essentiels. Les personnages de Beckett sont toujours en train de faire des espèces d'inventaires de ce qu'ils possèdent. Et c'est rigolo parce que quand je pense à ça maintenant, ça me fait penser. Non, faut pas que je le dise ça. Oh, ça il faut dire maintenant. Cuisine. Non, bah tant pis, je suis sortie, je le dis pas, je le dis pas. Pas grave, hein. On n'est pas venu pour ça, hein. Ça me fait penser à la notion d'inventaire dans les jeux vidéo. Voilà, j'en dirai pas plus. Sinon spoiler. Voilà. Et parce qu'effectivement, les personnages de Beckett font régulièrement des inventaires, et dans lesquels il y a des inventaires des possessions qui sont toujours en nombre très limité.
et qui sont toujours d'ailleurs un petit peu les mêmes. Donc en l'occurrence, on retrouve la bicyclette, le par-dessus. Alors il y a la bicyclette qu'on retrouve chez Molloy, par exemple, et qui d'ailleurs, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, malgré les efforts que j'ai faits pour que l'influence de Beckett ne marque pas mes livres, il y a quand même des choses. Par exemple, je suis certain que Tu parles de la bicyclette dans Mémoire des failles. il y a des bicyclettes dans Mémoire des failles, absolument, et il y a des bicyclettes qui reviennent. Il y a une bicyclette aussi dans Monsieur le Comte au pied de la lettre, dont je suis à peu près certain que Monsieur le Comte a emprunté sa bicyclette à Molloy, c'est très probable. Et je m'en suis pas rendu. Et ça, c'est une chose, ça m'a échappé au moment où je l'ai écrit. Un truc. Parce qu'en fait, oui, ça je peux le dire maintenant, c'est pas grave. En fait, j'ai été l'influence de Beckett. C'était à ce moment-là, donc je lisais beaucoup Beckett, mais j'écrivais énormément et j'étais complètement sous influence. C'était à un point terrible. Et ce que j'écrivais, alors je me demande si je vais le faire. J'ai apporté quand même quelques textes de l'époque. Je sais pas si c'est des textes des années 80 dans lesquels, quand je les relis, c'est très très drôle pour moi. Et bon, où je sais il suffit que je les lise pour savoir ce que j'étais en train de lire au moment où je les ai écrits. C'est très très drôle. Il y a eu une époque, par exemple, je me souviens que quand j'ai lu Molloy, qui n'est pas le premier roman que j'ai lu, parce que j'avais lu avant, quand j'ai lu Molloy, j'avais déjà lu Mercier Camier, Malone Meurt et L'Innommable, et donc j'étais déjà vraiment complètement dans Beckett. Je me souviens que quand j'ai lu Molloy, au début, j'avais une feuille et un stylo à la main, et je m'arrêtais à chaque phrase, et j'écrivais la suite de ce que j'avais pas encore lu, et j'écrivais quelques lignes, etc. et puis après je prenais le texte et puis je comparais. Alors ça je l'ai pas gardé, par contre c'est dommage, et je comparais ce que j'avais écrit avec la suite, et je voyais le moment où ça commençait à diverger, etc. et donc voilà, j'étais vraiment dans une espèce et j'avais vraiment le sentiment de toute façon aussi qu'il n'était pas possible, qu'il n'était pas envisageable, qu'il aurait même été quasiment indécent d'essayer d'écrire autre chose que ce que Beckett écrivait. Et voilà, c'était quelque chose de complètement exceptionnel. Et puis, avec en plus, le problème, c'est que l'écriture de Beckett, l'œuvre de Beckett, il y a une progression qui est très 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 nette. Je veux dire, c'est quand on compare le début de son œuvre vers la suite, c'est de moins en moins narratif. L'histoire se réduit de plus en plus, sur les anecdotes se réduisent de plus en plus. Là, j'ai lu déjà un passage de fin de partie où on voit l'histoire réduite réduite à l'image de l'anecdote. C'est très très net, ça devient très très net dans Malone Meurt, et dans L'Innommable encore plus. Alors, donc, est-ce que je lis un... Ah si, je vais quand même... Merci Camille pour en dire encore quelques mots quand même, avant de passer à un autre. Dès le départ, ça commencerait très fort quand même. Je vais vous dire la première phrase. Le voyage de Mercier Camier, je peux le raconter si je veux, car j'étais avec eux tout le temps. Voilà. Alors ça, c'est une espèce de formule magique comme ça, et qui met... alors justement, on est complètement déjà dans l'arbitraire du récit. Je peux le raconter si je veux, car j'étais avec eux tout le temps, avec ce jeu qui va disparaître, alors on dit que Molloy, le roman suivant, est le premier roman à la première personne de Beckett, on va passer, et effectivement, Mercier Camier est écrit essentiellement à la troisième personne, mais tout de même, on a cette première personne au départ qui, avec un jeu qui est complètement anonyme, qui n'est pas non plus d'ailleurs la première mention de première personne chez Beckett, parce qu'en réalité, dans Watt, déjà le roman précédent, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais bon, il est quand même là, donc on peut quand même en dire un mot. Dans Watt, déjà, à la fin du roman, dans la dernière partie, en fait, on se rend compte que le récit est mené à la troisième personne, mais on se rend compte que, en fait, il y a un narrateur qui se met à dire je, qui s'appelle Sam, et qui se met à dire je, et qui met Watt à distance. Donc, voilà. Vous avez le parapluie aussi, vous avez tout, et puis vous avez aussi les dialogues qui sont très très croustillants, moi je trouve. Voilà, j'ouvre le roman au hasard, complètement au hasard là, et
Qu'est-ce que tu as à regarder tout le temps en arrière, dit Camier. Il a bougé, dit Mercier. Qui? Dit Camier. Ah oui, je sais. Il agite son mouchoir. Et en fait, là, c'est la gabardine, la gabardine. Adieu, vieille gabardine. Enfin, par-dessus, qui viennent d'abandonner. Hein. On n'a rien laissé dans les poches, au moins, dit Mercier. Des billets poinçonnés de toutes sortes, dit Camier. Des allumettes usées, sur des bouts de marge de journal, des traces oblitérées de rendez-vous irrévocables. Le classique dernier dixième d'un crayon épointé, quelques feuilles crasseuses de papier cul, quelques capotes d'ancienneté douteuse, enfin de la poussière. Toute une vie, quoi. Rien dont nous ayons besoin, dit Mercier. Puisque je te dis toute une vie, dit Camier. Et vous voyez, c'est magique, hein, parce que là, sans blague, je l'ai vraiment ouvert au hasard. Hein. Là, le livre, je l'ai vraiment ouvert au hasard. Hein. C'est formidable. Voilà. Donc, Mercier et Camier. Alors, en fait, donc après, je ne suis pas passé à Molloy directement. D'ailleurs, Molloy, vous voyez, il est plus récent. Il venait de commencer, il venait de lancer la collection double, la collection de poche de minuit au moment où je l'ai acheté. Donc, non, ça a été. J'ai d'abord lu Malone meurt et l'innommable, dont je vais dire un mot. Alors, Malone meurt, un monologue de Malone qui meurt. Et voilà, et il meurt donc à la fin. Voilà, c'est très cohérent parce que ça aussi c'est formidable. On a un texte et puis à la fin ça se termine, ça veut dire qu'il est mort. Je serai quand même bientôt tout à fait mort enfin. Peut-être le mois prochain. Ce serait alors le mois d'avril ou de mai, car l'année est peu avancée, 1000 petits indices me le disent. Il se peut que je me trompe et que je dépasse la Saint-Jean, ou même le 14 juillet, fête de la liberté. Que dis-je? Je suis capable d'aller jusqu'à la transfiguration telle que je me connais, ou l'Assomption. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas me tromper en disant que ces réjouissances auront lieu sans moi cette année. J'ai ce sentiment, je l'ai depuis toujours et je lui fais confiance. Et donc monologue de Camier, mais là aussi, le monologue de Malone, pardon, mais là aussi, en fait, il va se mettre aussi à raconter, il décide de raconter plusieurs histoires. L'histoire d'un personnage, l'histoire d'un objet, et alors le personnage, en fait, donc c'est un petit garçon au départ, qu'il appelle Saposka, qui est vite réduit en Sapo. Et en fait, ce Sapo, alors ça aussi, ce qui m'avait frappé, c'était la manière dont en fait la question de l'identité se pose. Alors on se dit, mais bon, bah, c'est Malone jeune, quoi, tout simplement. Oui, c'est sûrement Malone jeune, et sans doute pas seulement. Et alors, la façon dont donc voilà, donc à un moment, donc il l'a appelé Sapo, donc il parle de Sapo, et il le décrit. Mais pour passer maintenant à l'habillement proprement dit, sous-jacent et même intime, car nous n'avons vu jusqu'à présent que celui de plein vent des lieux publics, car il est difficile de rien avancer, avec assurance, pour le moment à son sujet, car Sapo, non. Je ne peux plus l'appeler ainsi. Et même, je me demande comment j'ai pu supporter ce nom jusqu'à présent. Alors, car McMahon, ça ne vaut guère mieux, mais il n'y a pas de temps à perdre. Car McMahon serait nu comme un verre sous cette houppelande, qui n'apparaîtrait rien à la surface. Vous voyez, comme le personnage d'un seul coup, tac, qui s'appelait Sapo, s'appelle McMahon, et il va s'appeler McMahon jusqu'à la fin de l'histoire, qui est donc un récit qui alterne avec le monologue de Malone. Donc tantôt Malone parle de sa situation, tantôt il parle de McMahon, et ça se termine par une espèce d'embarquement pour ce qui est fait. McMahon, à la fin, il est dans un asile, et il est embarqué. C'est c'est pas un spoiler de dire ça, hein, donc on peut raconter en Beckett, il n'y a pas de souci. Tout cela est une anecdote. Il y a une sorte de petit voyage organisé, et qui ressemble à une espèce d'embarquement un peu pour les enfers. Et on le retrouve avec une série d'autres fous comme lui. Et quand on y regarde bien, on se rend compte que les autres fous en question sont d'autres personnages de Beckett.
Donc quand on y regarde bien, en fait, on arrive à les identifier, mais ils ne sont pas nommés en fait. Ils sont surnommés. Donc il y a l'anglais, il y a le gars, l'homme au parapluie, etc. Et tout. Et en fait, on se rend compte que l'homme au parapluie, c'est sûrement Morand de Molloy, que l'anglais, c'est sans doute Watt, etc. Et il y a des petits indices comme ça qui nous le donnent. Et en fait, on se rend compte que oui, c'est forcément. Quand on enquête un peu, on se rend compte que oui, c'est forcément ça. Parce que, par exemple, l'anglais, il parle d'un certain Queen. Et en fait, à la fin de Mercier et Camier, alors bien sûr, il faut vraiment avoir tout lu puis tout connaître un peu par cœur. Dans Mercier et Camier, à la fin, il y a Watt qui apparaît et qui parle effectivement de Queen, effectivement. Et en fait, je pense que ce Queen en question, c'est certainement une espèce de jeu de mots un peu bâtard qui vient à Beckett comme ça, et où il se met à écrire en français. Et donc, Queen ici, c'est une espèce de je pense que c'est un God Save the Queen qui est transformé en français, qui veut plus rien dire parce qu'on est passé en français et que ça vient de là, quoi. Voilà. Et donc moi quand j'ai lu Malone Meurt, alors là j'étais absolument voilà, c'est pas possible. Alors c'est pas possible d'aller au-delà. Alors je ne sais plus si j'ai lu l'Innommable ou Malone Meurt. Je crois que j'ai lu l'Innommable après quand même. J'en avais lu des extraits avant. Alors ça, l'Innommable, honnêtement, là ça m'a tué. Ça m'a tué parce que donc là l'Innommable, ça se présente sous la forme donc d'un monologue aussi, à la première personne, comme Molloy, comme Malone Meurt. Je reviendrai sur Molloy un peu après, parce que je l'ai lu après. Hein. En fait, là, je suis à peu près de l'ordre chronologique de mes lectures. Et en fait, pendant 24 pages, exactement, 26 pages. Non, un peu plus. 29 pages. Pendant 29 pages, on a des paragraphes séparés d'un espace, dans lequel le narrateur, qui n'a pas de nom, essaie de faire le point sur l'endroit où il se trouve et qui il est, et il décrit des figures qui tournent autour de lui, et lui se situant bien au centre. Et en fait, alors là, très clairement, les figures, il les nomme, c'est Malone, alors en fait, il les nomme d'ailleurs, c'est très clairement, d'ailleurs, il les nomme en sens inverse, c'est Malone, c'est Morand, c'est Molloy, c'est Mercier et Camier qui se percutent, c'est Watt, c'est Murphy, c'est-à-dire tous les romans de Beckett qui percutent. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout pourquoi on parle de la trilogie de Beckett. En fait, et voilà, l'Innommable, en tout cas, fait en sorte que l'œuvre de Beckett ne soit pas qu'une simple trilogie. D'ailleurs, il parle de ceux qui ont précédé Murphy aussi. Donc ceux qui ont précédé Murphy, c'est notamment les personnages de More Plugs Than Kicks qui a été traduit que Beckett n'a pas traduit en français d'ailleurs, il a été traduit après sa mort. C'est Bande et Sarabande maintenant. Et donc voilà, donc c'est vraiment une œuvre complète, et donc on les voit un peu comme des espèces de pantins désarticulés, et qu'il décrit comme des incarnations insuffisantes qui l'ont trompé, auquel il n'a pas pu faire confiance, et ensuite il essaie de parler de lui-même. Et alors le problème c'est ça, c'est d'arriver à parler de soi, et arriver à parler de soi, et bien donc à un moment donné, il est obligé de se débarrasser de toutes ses précédentes incarnations. Et à partir de la page 39, on a un unique long paragraphe qui va jusqu'à la fin du roman, et dans lequel il essaie de parler de lui, mais lui-même, en fait, ça va jamais, parce qu'en fait au départ il y essaye, il s'incarne à nouveau, il crée une nouvelle incarnation qu'il appelle Maoud, qui ne lui convient pas une nouvelle fois, puis une nouvelle Worm, une dernière incarnation Worm, qui ne lui convient pas. Je dis Worm, enfin on pourrait dire Worm, parce que bon, Worm c'est ver en anglais, donc bien sûr ça va bien, parce que bien sûr il y pense. D'ailleurs les vers, larves, les termes reviennent souvent chez Beckett, et d'ailleurs il me semble que dans Malone Dies, qui est la version anglaise de Malone Meurt, à un moment donné, très clairement, il utilise vraiment très clairement le mot worm. Donc c'est vert, mais en même temps, on peut aussi penser à worm, si vous séparez les lettres, c'est W or M, W ou M, qui sont en fait les initiales systématiques des personnages de Beckett, hein. Murphy, Watt, Molloy, Morand, Malone.
donc Maoud et Worm, donc WM, donc il le dit lui-même, hein, d'ailleurs armé du même trident à un moment donné, hein, donc le trident bien sûr c'est le M ou le W qui sont la même lettre inversée. Voilà. Et et en fait à chaque fois il y a insuffisance, il y a impossibilité de dire, impossibilité à arriver sur soi-même. Et alors là évidemment donc moi quand je repense à ce que j'ai tenté de faire dans mes propres livres, j'ai beau avoir tenté de me défaire de l'influence de Beckett, je n'ai jamais rien fait d'autre que d'essayer de faire la même chose. Hein. Voilà, c'est très clair. Le fait est que c'est très clair. La seule chose, c'est que la seule chose qui me soulage, c'est que j'espère que ça se voit pas trop. Mais dans l'ensemble, c'était la même chose. Alors, ensuite, j'ai lu Molloy. En fait, je vais un petit peu vite finalement. Là, je me rends compte que j'essaie de ne pas prendre trop de temps. Et donc, mais c'est pas grave, vous posez des questions, puis je reviens là-dessus. J'ai lu Molloy, que j'ai acheté dans la collection double, ça venait de commencer, elle venait de sortir cette collection. C'est bizarre d'ailleurs, vous voyez, le livre, les pages sont pas toutes de la même couleur. Il y a des pages qui ont jauni avec le temps, alors qu'ils étaient toutes de la même couleur à l'origine, je me souviens très bien. Et puis voilà, certaines pages ont jauni et pas d'autres. Et alors Molloy, qui est bien sûr le roman le plus célèbre de Beckett, c'est celui qui l'a fait connaître. C'est celui que tout le monde connaît. Il est formidable, là je l'ai relu récemment, ça m'a fait très étrange, très drôle, il y avait longtemps que je ne l'avais pas relu. Alors Molloy, en fait, c'est deux parties, très clairement, deux parties d'un roman à la première personne, dont le narrateur de la première partie, c'est un certain Molloy, dont on suit l'errance. Les personnages de Beckett, et alors ça c'est quelque chose qui me fascinait, c'est que en fait, ils n'ont que deux activités, qui est se déplacer et parler. Et ces deux activités sont remises en question, puisque en fait, le personnage qui parle ne parle que dans le but d'arriver à pouvoir se taire. Et la locomotion, le déplacement, en fait, est toujours remis en question aussi, puisque en fait, le personnage se retrouve dans l'impossibilité la plus forte possible de se déplacer. Molloy, donc lui, il a les deux genoux qui sont entièrement raides. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai commencé à relire Molloy, juste après que Hugues m'ait proposé cette soirée, j'ai commencé à relire Molloy et j'ai été pris d'une douleur au genou tout de suite. C'était manifeste, hein, c'était le genou droit. Hein, ça commençait par un seul genou. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que cette douleur au genou m'est arrivée pendant la première partie de la lecture, pas la deuxième, alors que c'est dans la deuxième partie, dans la partie où Morand devient narrateur, que Morand, qui jouit de ses deux genoux, au début de la partie, et brusquement atteint d'une raideur terrifiante d'un de ses deux genoux, il ne sait pas lequel. D'ailleurs, même moi, j'ai dit le droit, mais en fait, si ça se trouve, c'était le gauche. Hein. Et d'une raideur, donc d'une douleur terrible. Et en fait, on va se rendre compte dans la deuxième partie que Morand, qui est chargé par une instance supérieure, dont on saisit mal les motivations, et il est chargé de partir à la recherche d'un certain Molloy qu'il ne connaît pas. Et en fait, il va tout simplement, au fur et à mesure que le récit avance, on s'en rend compte, devenir Molloy. En fait, Molloy, c'est lui, c'est son avenir. Hein, il va devenir Molloy sans que ce soit dit d'ailleurs. Hein. C'est nous, quand on voit dans quel état il se retrouve à la fin de la partie. Au départ, il ne ressemble pas du tout à Molloy, mais il va finir par devenir Molloy. C'est-à-dire que l'identité, c'est quelque chose qui est douteux et qui va changer, qui est susceptible de se modifier. Et puis alors, ce qui est terrible aussi, et qui est frappant, c'est, en fait, alors bien sûr, tout le monde connaît l'incipit extrêmement célèbre de Molloy, hein, je suis dans la chambre de ma mère, bien sûr, c'est moi qui y vis maintenant, je ne sais pas comment j'y suis arrivé, etc. Donc ça c'est bien connu. Et en fait, il y a un deuxième incipit qui est tout aussi frappant, c'est l'incipit de la deuxième partie, que je vais vous retrouver, je n'ai pas mis de marque-page, mais je devrais quand même arriver à le retrouver facilement, puisqu'il n'y a que deux parties quand même.
Donc normalement, je devrais y arriver. Voilà. Il est minuit. La pluie fouette les vitres. Je suis calme, tout dort. Je me lève cependant et vais à mon bureau. Je n'ai pas sommeil. Alors, ça frappe pas tellement quand on lit ce deuxième incipit la première fois, mais ça frappe quand même quand alors c'est pareil, hein, moi je vous dis la fin, tant pis, on n'est pas dans on spoil pas Beckett, de toute façon, il est bien au-delà de l'écriture spoilée. Et donc à la fin, donc c'est toujours Morand qui parle, et alors je rentrais dans la maison, je ne dis pas ce qui s'est passé avant quand même, et j'écrivis, il est minuit, la pluie fouette les vitres. Il n'était pas minuit. Il ne pleuvait pas. Et donc du coup, tout ce qui a été raconté dans la deuxième partie est remis complètement en question. C'est-à-dire que donc on ne peut pas faire confiance au narrateur de Beckett. On ne peut pas faire confiance à ce que raconte Morand. Tout est remis véritablement en question. Et ça aussi. Alors ça, il y a. Alors là aussi, j'en profite aussi. Pour en faire. Il y a un article qui est très très éclairant là-dessus, qui était paru dans la revue Le Cahier de Lerne sur Beckett, donc il y a des années, et que j'avais lu avec beaucoup d'intérêt à l'époque, qui s'appelle Le Paradoxe du menteur. Alors je le raconte parce que en fait ça c'était donc j'ai lu ça dans les années au début des années 90. Je lis cet article avec beaucoup d'intérêt. Qui était le travail d'un universitaire américain. Et cet universitaire américain, donc, dont j'ai bien retenu son nom, c'était Raymond Federman. Et donc, dont j'ai retenu le nom et tout. Et alors, j'en parle quand même parce que Raymond Federman, il faut en parler aussi, parce que c'est quelqu'un de tellement formidable. Donc, spécialiste de Beckett. Et des années plus tard, dans les années 2000, j'apprends l'existence d'un écrivain français qui s'appelle Raymond Federman et qui a écrit apparemment des choses tout à fait formidables. Et donc je me mets à lire et je me rends compte qu'en fait c'est le même. Et qu'en fait cet écrivain français, donc un petit juif de Montrouge, dont la famille a été toute la famille a été raflée lors de la rafle du Veldiv, et qui s'est retrouvé enfermé par sa mère, dans un placard à l'âge de 12 ans, et qui lui a juste dit chut, et il est resté pendant 24 heures enfermé là-dedans. C'est le même, c'est l'universitaire américain que j'ai lu des années auparavant, et qui est devenu quelqu'un d'autre. Aussi lui-même, c'est on n'y échappe pas. Je veux dire, il n'y a aucune la continuité de l'identité, c'est une vue de l'esprit. Il est devenu complètement quelqu'un d'autre, et c'est devenu un universitaire américain, et c'est aussi donc un écrivain. Voilà. Alors voilà. Donc Les Carcasses, qui est le dernier roman de Raymond Federman, qui nous a quittés malheureusement en 2009, et que j'avais eu l'occasion d'écouter peu de temps auparavant, et qui est un écrivain tout à fait formidable. Voilà. Et puis, en fait, là j'ai été un peu rapide sur la lecture, et là j'ai quasiment fait le tour de ce que je voulais dire. Voilà. Et puis, alors après l'Innommable, en fait, c'est plus possible, ça n'est plus possible. Très clairement, Beckett il s'arrête. Il arrête d'écrire des romans après l'Innommable. Il n'y a plus de romans. Il a commencé, qui est un livre relativement important, mais par sa taille, je veux dire, puis aussi par le texte, mais qui est vraiment au-delà du roman, dont la lecture est pour le coup plus ardue, hein, parce qu'après, après, si vous voulez, je peux faire le libraire aussi, puis vous dire quels sont les textes les plus, à chacun. Tu vas être obligé de faire des recommandations personnalisées. Ah oui, mais ça, avec plaisir. Et donc très clairement, après l'Innommable, quand on a terminé l'Innommable, on se rend compte que c'est plus possible d'écrire. Et Beckett se rend parfaitement compte, il arrête, il n'y a plus de texte de cet ordre-là. Après, il décrit que des textes brefs, dont l'un des plus longs, voilà, c'est le Dépeupleur. Voilà, le Dépeupleur qui date des années 60. Et qui ne raconte rien, voilà, et qui est quand même très lisible, hein, qui est quand même très très, très lisible. Ça décrit, c'est un texte qui est entièrement descriptif, qui décrit les habitants d'un cylindre
qui est très clairement décrit avec donc la géographie intérieure de ce cylindre est très très précise et les pratiques des habitants de ce cylindre sont très précises aussi. Et on est bien sûr tenté d'y voir des allégories, mais on se garde bien de le faire parce que c'est pas bien de voir des allégories. Et voilà. Et on va avoir des textes comme ça et des textes souvent très très courts qui vont se réduire à presque rien et ça devient impossible d'écrire et moi. Ce qui va se passer, en fait, pour moi, alors là, j'avais commencé par raconter ma vie, donc je vais terminer en racontant ma vie. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc moi, je lis tout Beckett, en fait, à peu près tout ce qui était paru à 20 ans, j'avais à peu près tout lu. Tout ce qu'il avait écrit, donc ensuite je le relis une fois que voilà, puis après je lis les livres qui paraissent, parce qu'il y en a quelques-uns qui n'étaient pas encore parus à cette époque-là, qui étaient sortis, puis Beckett était encore vivant à ce moment-là, donc il y a encore des livres qui paraissent, et puis je lis aussi d'autres livres quand même à ce moment-là. Et puis progressivement, je vais lire de moins en moins d'autres livres, et puis je vais relire de plus en plus Beckett. Et puis il y a un moment donné où je vais m'arrêter de lire carrément, où j'arrive plus à lire, donc je lis plus Beckett que j'ai lu et relu et relu. Je ne peux plus lire autre chose. Non mais c'est un truc terrible qui se passe. Et alors bon, je me dis que c'est pas très grave, etc. et tout. Et à un moment donné, là où je me suis rendu compte que c'était vraiment, alors au début, je pensais que c'était les textes que je lisais qui me plaisaient pas simplement, et qu'il fallait que je lise autre chose. Et puis à un moment quand même, je reprends, je crois que c'est du côté de chez Swann ou à l'ombre des filles en fleurs, que je reprends comme ça, puis que j'essaie de relire, et ça me tombe des mains. Et je me dis non, là c'est pas possible, c'est pas possible. Je veux dire, n'est pas en cause. Je veux dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, et c'est là où je me suis rendu compte que et en fait, je faisais une espèce de dépression nerveuse spécialisée. En fait, c'est-à-dire que pour le reste tout allait bien, mais alors sur le plan littéraire, en fait, tout avait, en fait, vous savez, c'est comme quand vous avez un mauvais goût dans la bouche, et puis on vous fait votre plat préféré et tout, et bon, et ça a beau être cuisiné divinement et tout, si vous avez un mauvais goût dans la bouche, et ben ça, on n'apprécie pas, ça passe pas, etc. et tout. Et puis, donc j'écrivais des choses de plus en plus petites et de plus en plus, voilà, jusqu'au jour. Alors tiens, je vais vous lire un tout petit truc que j'ai écrit. Alors c'est très très court, ça fait 5 lignes, donc c'est pas long, et que j'ai écrit juste avant. Je vous dirai quoi. Alors, j'aime bien ce texte d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est très court. Ça s'appelle Dernier recours. Après plusieurs effondrements, ne se soulèvent plus que des grains épars et isolés. Puis le silence s'abat comme une averse molle. Seul vestige d'un tourment révolu, des ondulations toujours plus vagues, s'effacent dans une apparence de poussière en suspension et de morne lointain. Le temps même se fixe en un présent accompli. La personne ne se distingue pas de l'univers des sens restreintes. Rien n'offre de prise. On ne tentera pas de saisir ce qui naît. Voilà. Et donc voilà, j'ai écrit ça, et puis là quand j'ai écrit ça, là j'ai tout dit là, et c'est pas la peine, c'est pas la peine d'en dire plus. Et alors ce texte-là, je l'ai écrit, j'ai choisi de l'apporter parce que je l'ai écrit très peu de temps avant de commencer le roman qui est reparu chez Quidam donc l'année dernière, Rien qu'une affaire de regard, et qui ne ressemble pas vraiment à ça. En fait, on peut le dire, ça ne ressemble pas vraiment. Et en fait, donc j'en étais là, j'écrivais que des petits textes comme ça, voilà, et sur lesquels je passais beaucoup de temps en fait, et pour arriver à ça. Et puis jusqu'au jour où Muriel, ici présente, me dit quand même, avec tout le temps que tu passes à écrire, ça serait bien que tu écrives un truc qui soit publié. Voilà. Et voilà, et là j'en étais là, je ne lisais plus, j'écrivais que des choses comme ça, et puis du coup j'ai dit
Et en fait, ce qui est très drôle, et d'ailleurs ça je le dis à un moment dans Mémoire des failles, c'est que de temps en temps, la voix de Muriel, en fait, c'est une espèce de voix intérieure, c'est une espèce de voix de moi-même que je n'aurais pas entendue si elle ne l'avait pas formulée. En fait, c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose qui est à l'intérieur de moi-même, mais que j'ai pas voulu écouter, que j'ai pas voulu entendre, et il faut que donc ça passe par sa bouche à elle. Elle me le dit, et d'un seul coup, tac, je me le prends en pleine face, et du coup, je suis bien obligé d'en tempérer. Et alors du coup, bah oui, tac. Donc alors j'ai pris mon stylo, ma feuille, etc. et tout, et j'ai écrit. Ça y est, c'est là qu'il descend, alors il descend. Et ça, c'est la première phrase de Rien qu'une affaire de regard. Et quand j'écris cette première phrase, qui est la première phrase que j'ai écrite, c'est très clairement l'idée je descends de l'impossible idéal d'écriture que je me suis fixé et que de toute façon je n'atteindrai jamais, et j'essaie de faire quelque chose qu'on puisse écrire. Et qu'on puisse éventuellement lire aussi. Et puisque Muriel avait mis les mots donc pour que ce soit publié, j'ai dit donc on va l'écrire pour que ce soit publié. Et alors le truc est complètement fou, c'est que lorsqu'on écrit un texte pour qu'il soit publié, et ben c'est très très facile. Je veux dire, donc je l'ai écrit après. Donc bon, ça m'a pris du temps quand même parce que j'y croyais pas du tout. Mais quand il a été terminé, je le fais lire à Muriel. Elle me dit oh bah c'est très bon, ça sera pris tout de suite. Alors je me dis bon, elle est amoureuse, etc. et tout. Pas du tout. Et pas du tout. Et non mais en plus c'est vraiment passé comme ça, c'est une histoire de fou. Donc après elle me dit bon, tu l'as envoyé chez des éditeurs? Alors, bah non toujours pas. Envoie-le. Et alors moi je ne connaissais strictement rien à l'édition contemporaine, rien du tout. Je ne connaissais rien à la littérature contemporaine. Je n'avais jamais lu un auteur vivant. Beckett était mort. Si, il y avait Grac qui survivait encore à l'époque, mais sinon, enfin, il y avait longtemps qu'il n'écrivait plus, Grac, hein, déjà. Donc, je n'avais jamais lu un auteur vivant, rien de rien, je ne connaissais rien du tout. Hein, donc, ceci aussi explique un peu, enfin ceux qui suivent mon blog sont peut-être un peu surpris, mais enfin, bon, du coup, se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose aussi là, à ce niveau-là. Et donc du coup, bah, évidemment, comme je connaissais rien, bah, j'envoie aux éditeurs dont je connais le nom, donc chez Minuit parce que c'était Beckett, chez Gallimard parce que je connaissais le nom, et au Seuil parce que je connaissais le nom. Et puis au Seuil, ah bah oui, c'est très bien, on le prend. Voilà, donc en fait, il suffit, donc c'est bon à savoir, il suffit d'écrire un livre pour qu'il soit publié, Et par contre, après, non, je sais parce que après, tous les autres livres que j'ai écrits, je les ai pas écrits pour qu'ils soient publiés, et c'est beaucoup plus dur effectivement de les faire publier quand on ne les a pas été écrits pour. Donc c'est vraiment un truc qui, c'est vraiment très vrai. Voilà, ça marche très bien. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Je vais peut-être vous lire un tout petit texte quand même que j'ai écrit pour vous montrer. C'est trop long. Je vais lire ça, tant de peine. Ça, j'ai écrit ça en avril 81. J'ai la date. Donc sous Giscard. Oui, en avril 81, on était encore sous Giscard. Ah, c'est juste avant. Voilà, c'est juste avant. Hein. J'ai écrit ça sous Giscard encore. Tant de peine. La lampe s'allumera trop tard, trop de ce soir, comme si j'avais tué de petites bêtes, petites deux, et pourtant, et il le pourtant dit, lui dit qu'il ne sait rien, ne rien sait, de rien, moi rien. Heureusement, heureuse que es-tu là, car sinon, si tu non étais pas tel l'année, je ne sais ce que je ne ferai, oui, vrai, oui, je t'y assure. Pourquoi, sur quoi toujours les jours passent, jours chassent, et que passe moi, que et chasse, et je passe, reste, est tout là contre vide, le vide et le vide, néant vide. Voilà. C'était bien, je trouve. Ah, j'avais 17 ans, hein. J'étais tout jeune. Voilà. Voilà, alors maintenant je peux faire le libraire un peu, peut-être. Merci Philippe. Merci.
Donc deuxième partie, Philippe, tu nous as dit tout à l'heure donc comment tu avais pu te mettre à réécrire après cette imprégnation de Beckett. Maintenant tu voulais nous dire quelques mots sur comment tu as pu te mettre finalement à relire également. Oui, alors en fait, la lecture aussi, c'est donc du coup, voilà, et écrire finalement, publier, c'était pas difficile. Après, il restait le problème qui n'était pas résolu, c'était celui de la lecture, c'était de me remettre à lire. Et puis donc la voix de ma conscience, Muriel, donc, oui, ah oui, il est là maintenant, me dit, ça vient, maintenant que tu vas être publié, ce serait bien que tu lises un peu des auteurs contemporains. Et évidemment, bah oui, forcément. Hein, donc je lui dis, bon, il faut donc que je lise des auteurs contemporains. Et le problème, c'est que je ne lisais plus du tout de littérature, du tout. Même ancienne, j'en lisais plus. En fait, je ne lisais plus à ce moment-là que de la zoologie et de la botanique. Voilà, ça se limitait à ça. C'était mes seules lectures. Et donc je ne lisais rien d'autre. Et ça a beaucoup compté dans mon travail, mais enfin comme ça n'a pas de rapport avec Beckett, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ouais. Et donc tant bien que mal, j'ai commencé à hanter les librairies. Mais alors c'était quelque chose, je me souviens très bien, je marchais comme une âme en peine dans les rayons, je regardais, alors je ne connaissais pas les librairies non plus, je ne connaissais pas les éditeurs, je ne connaissais pas les auteurs, je ne connaissais pas les librairies, et donc j'habitais pas à Paris, j'habite toujours pas à Paris d'ailleurs, et donc je voyais des livres comme ça, des piles, etc. et tout, et j'ouvrais ça, je regardais. Et ça me tombait des mains à chaque fois, et c'était vraiment, je dis mais c'est pas possible, jamais je vais pouvoir me remettre à lire, c'est un truc, c'est pas possible, je lisais 3 lignes et j'ai eu une espèce de nausée, etc. et tout. Et, ah non mais vraiment, hein, c'était, ah non mais vraiment si tu veux, c'était, tu sais, et puis je tombe sur un bouquin publié par les éditions de Minuit, que j'ouvre, c'était Les absences du capitaine Cook, d'Éric Chevillard. Et là, je lis la première page des absences du capitaine Cook. Je ne sais pas si tu l'as ici, non? Hein? Et donc, je lis la première page, et là, j'ai juré intérieurement, flûte. Et ah oui, genre merde, il a... Ah oui, non, moi je suis plutôt du genre à dire flûte. Oui, pardon. Mais déjà, pour que je dise flûte, il en faut, d'accord. Il en faut. Hein. Désolé. Donc, je sais pas si vous vous rappelez la première page. Oh ben non. C'est des absences du capitaine Cook. C'est l'utilisation de la tulipe lorsqu'elle est presque entièrement fanée et qu'il ne lui reste qu'en pétale en guise de cuillère à soupe. Non, mais c'est pas possible un truc pareil. Et donc là, d'un seul coup, c'est vrai que Chevillard m'a fait l'effet d'une espèce de soleil levant là, et donc je lui suis éternellement reconnaissant. Et d'ailleurs, du coup, j'ai lu tous les bouquins qu'il a publiés depuis, avec des préférences et d'autres que j'aime moins quand même, hein, mais globalement avec énormément de plaisir. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à lire. Et du coup après, donc j'ai pu lire d'autres auteurs aussi. Et voilà, et de plus en plus. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, la littérature contemporaine, contrairement à l'image que j'en avais, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait très peu de choses en littérature contemporaine, que ça n'existait pas. Je me suis rendu compte qu'au contraire, elle était très très riche. Elle était très riche, mais qu'elle était finalement très méconnue, et qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui méritaient. J'ai parlé de Raymond Federman tout à l'heure. Bon, Federman est un auteur fabuleux. Bon, malgré tout, il reste peu connu du public. Hein. Daniel Obi, qui était mon professeur de français, qui a été publié quand même chez Flammarion, chez Champvallon, etc. et tout, eh bien, est quasiment inconnu. Et après, plein d'auteurs en fait sont inconnus, y compris d'ailleurs des auteurs publiés par des éditeurs connus et puissants, et qui n'arrivent pas à les faire connaître pour autant, quoi. Donc il y a un vrai souci là-dessus. Et voilà. Donc voilà, Hugues, à toi.
Du coup, oui, je voulais dire quelques mots. Alors pas sur l'ensemble en fait des textes de Philippe, mais ce qui est très très intéressant, je trouve, en écoutant sur Beckett, bien entendu, mais sur ton rapport à toi avec Beckett, c'est que même si tu le fais discrètement, effectivement, il irrigue pas mal de choses dans ce que tu fais, mais qui n'apparaissent pas immédiatement, comme tu disais, c'est discret. Mais maintenant que tu en parles, on voit, oui, ah ben ça, finalement, c'était bien Beckett qui est là à l'œuvre en train de faire des choses. Donc, moi, je voulais juste parler en fait de 3 titres. Alors, sachant que j'ai découvert Philippe Hanoch récemment, moi, parce que en fait, avant de devenir libraire, il y a seulement 4 ans, en fait, il faut être honnête, je ne connaissais pas grand-chose non plus à la littérature française contemporaine. J'étais plus dans la littérature étrangère, voire dans la littérature de genre. Mais oui, je me suis aperçu aussi, parce que plein de gens me l'ont dit, qu'il y a vraiment plein de trucs extraordinaires, ce qui est vrai. C'est pas moi qui vais dire le contraire aujourd'hui. Mais Philippe Hanoch, j'ai découvert donc, grâce à quelqu'un effectivement qui est là ce soir, qui est Pascal Arnaud, parce qu'on a fait il y a pas si longtemps que ça, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, une soirée Kidam Éditeur, où c'était un peu la totale. On a sorti, pas tout, parce qu'il y a quand même pas mal de titres chez Kidam Éditeur. Si parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas, alors là, plongez dans cette étagère, vous allez découvrir des choses assez extraordinaires. Mais ce soir-là, donc moi j'ai découvert Philippe Hanoch, et j'ai découvert par un livre qui s'appelle Liquide, donc voici. Alors je le dis tout de suite, soit vous le connaissez déjà, soit si vous le connaissez pas, va falloir vous battre comme des chiens parce qu'il n'en reste qu'un, et que Guy Tournet, c'est déjà assuré qu'il avait pris le premier, il y en avait 2, ça va être très difficile, donc soyez vifs quand il y en a d'autres en on stock, arrêtera. Oui, bien sûr, après on pourra en mettre d'autres, mais là ce soir il n'y en aura qu'un autre. Liquide, c'est assez extraordinaire parce que il y a un travail, ça se raconte pas, ce genre de choses, de même que c'est difficile de raconter un Samuel Beckett, alors ça fait un gros point commun déjà. Celui-là, on peut le raconter en 3 mots. Quoi. Liquide, ce que je trouve exceptionnel, c'est que cette métaphore en fait de l'élément liquide qui est utilisée parfois de façon, dans d'autres contextes, de façon extrêmement positive, c'est la puissance de agir comme l'eau en fait, et donc épouser les moindres interstices de façon à surmonter tous les obstacles. Il y a une autre façon de lire cette métaphore qui est assez incroyable, sachant que les deux peuvent résonner tout le temps, c'est au contraire le liquide qui va épouser les formes préexistantes et qui va finalement se glisser dans le moule, dans les creux, et qui va aller finalement là où c'est facile d'aller, là où c'est naturel d'aller, là où ça ne demande pas d'effort d'aller. Et Philippe Hanoch a réussi un incroyable travail où par une série en fait d'instantanés biographiques, mais qui à chaque fois correspondent à une période de la vie du narrateur, il raconte au fond comment il n'a jamais fait que se couler, comment il a toujours été liquide, comment il a fait ce qu'on attendait de lui, ce que la situation commandait, et il le fait avec une élégance, une poésie dans cette façon d'expliquer finalement une espèce de beauté tragique du conformisme total. Et c'est fait avec chaque fois en jouant sur des dizaines de métaphores du liquide, mais de confrontation au liquide non métaphorique, puisqu'à chaque fois, ce qui sert de transition d'une tranche de vie à une autre, c'est la confrontation à un élément liquide, qui peut être soit ceux auxquels on pense en premier, un fleuve, une rivière, un canal, la mer. Ça peut prendre des formes infiniment plus subtiles que je vous laisserai découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, c'est un texte incroyable à la fois par la concision de son projet, ce que tu disais, donc j'en parle déjà beaucoup trop, mais en même temps le foisonnement de la façon d'entourer en fait ce propos au fond assez clair qui est, c'est finalement extrêmement aisé de se conformer. Alors même qu'il y a de l'intelligence à l'œuvre chez ce narrateur qui a une conscience de tout ce qu'il est en train de faire et de ne pas faire. Mais c'est donc bouleversant parce que je pense que je pense qu'on est tous exposés, enfin toutes et tous, à ce que c'est de se conformer, quelque chose parfois qu'il faut faire, parfois ça fait mal de le faire. Et enfin donc c'est quelque chose qui, je pense, qui parle beaucoup et qui le fait d'une façon extraordinairement subtile et élégante et poétique, quoi. Donc c'est un très grand livre. Alors, j'ai dit que j'allais en parler que de 3, donc en fait après je vais parler d'un qui est plus récent, qui est Vidéo Plateau. Dans Vidéo Plateau, je vais en parler très brièvement là pour le coup, parce qu'il y a une astuce dans Vidéo Plateau, mais je ne vais pas la dévoiler parce que c'est vachement plus drôle, soit de l'ignorer complètement, dire ça se lit absolument sans connaissance du dispositif, on pourra dire un mot, mais c'est très agréable
parce qu'il y a toujours ce petit côté, c'est sympa de découvrir, ah tiens, oui, le message, je reconnais quelque chose là. Enfin, mais c'est juste une jouissance supplémentaire. C'est un livre qui va traquer des scènes d'un narrateur assez improbable, en fait. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles il est improbable, ce narrateur, mais justement, ça fait partie un peu du mystère. Qui est dans un univers de consommation assez instinctive, où si en fait on a envie de quelque chose, on crée les conditions pour le prendre, pour le faire ou pour l'obtenir. La vie humaine n'a pas une grande importance, les gens meurent, ils meurent même beaucoup, on peut les tuer un peu si on veut, c'est pas très gênant tout ça. En même temps, on est confronté à des trucs super angoissants, genre la douche fonctionne pas, les toilettes sont bouchées, le frigo est en panne. Enfin, voilà, et surtout dans des jours comme ça, on comprend le frigo en panne, tout de suite, ça prend énormément de relief. Et il y a un truc très déstabilisant parce qu'il y a une façon de raconter des moments, des tranches de vie, mais on se dit elles sont quand même bizarres ces tranches de vie parce que on a l'impression que les valeurs ordinaires en fait sont pas tout à fait placées au même endroit que ce à quoi on est habitué, et qu'en même temps il y a une espèce de courant de fond qui pousse à quand même acheter, consommer, dépenser, organiser, construire, et on retrouve quand même une question de se conformer. Après, bon, la forme narrative et la façon dont elle est agencée permet de jouer aussi avec tous les interstices que cette espèce d'injonction générale à faire ça, qui est proposée par on ne sait qui, dans ce jeu, mais dans ce livre, enfin, pardon. Et il y a une façon d'y échapper, de chercher des interstices, de chercher comme des accidents qui, en fait, où l'injonction ne fonctionne plus et on peut s'immiscer dedans et faire tout autre chose. Et donc, là encore, on a un travail profondément poétique sur quelque chose qui est profondément politique. Et je trouve ça, là aussi, magnifique. Et le troisième, qui lui est encore plus récent, donc Mémoire des failles. Bon, là, je l'ai lu depuis ce matin, donc c'est très très frais. Moi, ça m'a beaucoup étonné. Alors, comme en plus je sortais, enfin, j'ai lu il y a quelques mois seulement en vidéo plateau, en fait, je me suis retrouvé au bout de 30 pages à chercher le dispositif. Et je me disais, ah, il y a un truc là, il est où? En fait, bon, j'avoue, Philippe m'a confessé tout à l'heure avant qu'on démarre que non, il n'y avait pas véritablement de dispositif, donc que c'est bien une lecture naturelle. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est des courts paragraphes de prose poétique, des instants arrachés au passé du narrateur, à un passé, à des passés. Est-ce qu'il les a vraiment vécus? Vraisemblablement non, parce qu'on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a un agencement qui ne fonctionne pas. Pourtant, c'est cohérent, ça démarre à l'enfance, c'est fait sous forme d'albums photos, des albums avec alors nombre de pellicules, donc qui sont toutes ces scènes en fait, qui surgissent de la mémoire. Mais en fait, ça ne surgit pas vraiment de la mémoire, ils sont séparés de façon assez irrémédiable par des failles. Et en fait, il s'agit d'aller creuser avec le narrateur dans ces failles. Là-dedans, qu'est-ce qui est du vrai souvenir? Il y a des choses qui sont du vrai souvenir, enfin on le suppose, on peut y croire un instant. Le dédicataire du texte, ou la dédicataire du texte, est un personnage du livre. Ça semble indiquer que, voilà. Il y a du vrai, et cette personnage de Muriel que j'ai également rencontré donc, tout à l'heure, elle existe, donc, et voilà. Elle est omniprésente dans Elle est omniprésente, ce texte. tout à fait. C'est celle qui lui donne un peu justement de solidité par endroit. Tout à fait, oui, et de temps en temps, elle a un petit peu aussi la voix de... Voilà, c'est une autre façon d'être à deux, c'est une autre façon d'être soi-même en même temps, quoi. Mais moi je trouve donc par rapport à qui est peut-être un des projets les plus fréquents en littérature, et donc qui peut aussi être un des plus galvaudés, qui est toujours justement cet espace insondable de la mémoire, de la construction du passé. Ça va de La recherche du temps perdu à Claude Simon, enfin pour en prendre deux petits comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu effrayant, il y a toujours cette question, bon finalement ce que j'ai vécu, ou ce que je prétends avoir vécu, ou ce que je crois avoir vécu, c'est quoi son degré de solidité, de réalité? Et là, il y a une façon de l'attaquer, ça qui est, je trouve, assez exceptionnelle. Donc, en agençant tous ces fragments d'albums photos, sans qu'il soit réellement possible de discerner, aussi bien pour le narrateur que pour le lecteur, et c'est là qu'il y a une sorte de complicité paradoxale qui se crée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un élément culturel, un film qu'on a vu, un livre qu'on a lu, une discussion avec un metteur en scène qui fait que c'est devenu un souvenir, alors qu'en fait, peut-être qu'on ne l'a jamais vécu, une hypothèse, et aussi des rêves, des choses qui sont réellement de l'ordre onirique. Alors, évidemment, quand on touche à l'enfance, terreur de ce qui se cache sous le lit, ou a priori, enfin,
Tant que je sache, il n'y a pas de monstres sous les lits, mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? Enfin, voilà, on va sans doute pas assez vérifier, quoi. Et donc ça part de ça pour arriver ensuite, beaucoup plus tard dans la vie, à des choses qui ont cette même résonance onirique, alors même qu'elles sont censées être ancrées dans du réel, en veux-tu, en voilà. Et ça donne en fait une espèce de parcours où tout résonne, tout doute, tout se dérobe un peu sous les pas et à la lecture, et en même temps a une puissance assez belle et terrifiante, quoi. Et donc j'aime beaucoup ce livre. Et voilà, donc après je pense que alors, si vous avez des questions pour Philippe Hanoch, il ne faut absolument pas hésiter. Si ensuite, alors déjà si vous ne connaissez pas ces livres, il faut vraiment profiter de l'occasion, non seulement pour vous les faire dédicacer, mais pour en acheter 3 ou 4 pour les offrir à vos amis qui vous en seront reconnaissants éternellement, ne l'oubliez pas. Sauf liquide. Liquide, il faudra se battre un peu pour avoir l'exemplaire, mais après on peut en recommander si vous repassez dans le quartier. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander à Philippe, qui comme vous l'avez vu est un fin connaisseur de Beckett, en fonction de votre parcours personnel, par quoi il faut commencer pour ceux parmi vous qui n'ont pas lu tout Beckett comme Philippe. Parce que c'est vrai que c'est une œuvre qui parfois fait un peu peur, Beckett, parce que oui, il y a de la résonance entre tous les livres. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a de la résonance entre tous les livres, des personnages, des initiales qui se promènent, qu'on peut pas en fait en prendre un et tout à coup découvrir une façon de mettre en doute ce qu'est même l'écriture, mais de le mettre en doute d'une façon qui reste, j'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'on l'utilise parfois un peu trop, mais qui est franchement jubilatoire, c'est-à-dire qu'on se marre tout le long avec Beckett, alors même que c'est objectivement, objectivement ça devrait pas être drôle, c'est atroce, c'est tragique ce qui se passe, et pourtant on est plié de rire, quoi. Enfin, donc là il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans Beckett. D'ailleurs c'est drôle parce que c'est atroce. Oui, mais pas toujours. Moi, je connais des gens qui font des choses atroces qui sont pas drôles. Oui, ah oui, tout à fait, oui, j'ai pas dit que tout ce qui était atroce était drôle. Mais j'ai dit que c'est drôle parce que c'est atroce. N'hésitez pas ensuite à offrir des verres à Philippe et à lui demander donc des conseils personnalisés sur la lecture de Beckett. Et en tout cas, donc, alors, sous réserve de questions, parce qu'il fait chaud, il y a cette petite contrainte qu'on n'avait pas prévue quand on avait monté cette soirée. On ne pensait pas qu'il ferait 45 degrés à l'intérieur de la librairie. Il faisait un peu moins chaud, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Philippe d'être prêté à cet exercice. C'est une première pour nous, ça donne très envie d'en refaire. C'est moi qui remercie Caribe, et puis c'est une première pour moi aussi. D'ailleurs, je me demandais un petit peu si j'allais arriver à être compréhensible. C'est pour ça que si vous avez des questions sur ce que j'ai dit ou autre chose, il ne faut pas hésiter à en poser. Parce que, une question, moi. Oui. Je pars sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de vos genoux qui se sont mis à faire mal à la lecture c'est de Molloy, à la relecture de Molloy, oui. Est-ce que vous devez sans doute savoir que Beckett a eu beaucoup de Beckett qui a été très jeune à l'école, au collège, au lycée, un très grand sportif. Bien sûr, oui. Qui était comme un peu on faisait dans les collèges irlandais de l'époque, etc. Tout à fait, oui. Mais est devenu il a eu des problèmes psychosomatiques par la suite, lors de son passage à Londres, où il a dû faire une psychanalyse pour se débarrasser de problèmes qui lui faisaient mal et qui en même temps l'empêchaient d'écrire. Oui, enfin l'empêcher d'écrire, ça je savais, mais effectivement j'ai suivi un petit peu cet épisode-là. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une chose que j'aurais pu relire aussi. Ça me fait penser, il y a un texte, mais là tu l'as peut-être pas là, donc je sais pas. C'est la correspondance de Beckett aussi qui vient de paraître aussi. Enfin, je pense que c'est pour les gens qui connaissent bien Beckett et qui l'ont lu, c'est tout à fait. C'est tout à fait fascinant. Moi, je sais que j'ai lu ça avec délectation aussi. Il y a la correspondance qui est parue chez Gallimard. Là, Moi, je ne l'ai pas lu encore. Ouais, c'est très intéressant. Et c'est un Beckett très humain là qu'on a là. Enfin, Beckett est très humain. Puis il y a la biographie de Nolson qui est extraordinaire. Ah, ça je l'ai pas lu. Oui. C'est Actes Sud, Actes Sud Solin. Oui, il y a tout. Moi, je voulais dire quelque chose. Oui. Une fois, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, une citation de Todorov. Alors, je ne sais pas d'où ça sort. Il dit qu'il y a le plaisir qu'on a à lire Beckett, ça vient qu'il installe une complicité avec le lecteur qui est regarde comme c'est horrible, mais on est ensemble pour regarder comme c'est horrible. Oui, il y a de ça, oui. Je sais pas d'où ça sort, mais je suis bien d'accord avec ça. Oui, on est. De toute façon, en fait, la notion
de communauté est très forte chez Beckett, hein, de consanguinité. D'ailleurs, le mot revient souvent sous sa plume, hein, il parle des consanguins. Et des consanguins et même du compte court d'ailleurs, dont ils sont sortis. Et c'est vrai, on est tous dans le même bateau, hein, effectivement. Et du coup, oui, c'est forcément drôle. C'est pour ça que je disais, c'est drôle parce que c'est atroce, hein, parce qu'effectivement, bon, voilà. Et drôle parce qu'on est complice, on n'est pas devant un truc qu'on balance qui fait mal, non, le cynisme. Voilà. Non, oui. Ben moi, le fait est que moi, d'ailleurs, j'ai longtemps pensé que un grand auteur était forcément drôle du coup. Hein. Et Beckett en était un des exemples. Et puis c'est vrai que les autres auteurs que j'ai commencé à aimer tout de suite me faisaient tous rire. Hein. Flaubert, Kafka, voilà. Oui, aussi. Et voilà, donc je pensais que tous les Proust, je pensais que tous les grands écrivains étaient drôles. Alors, en fait, il y en a quand même quelques-uns quelques grands livres qui sont pas forcément drôles. Hein. On n'est pas, je pense que l'humour n'est pas obligatoire, mais c'est souvent le cas quand même. Ouais. Comment tu lis Beckett maintenant? Comment je le lis là maintenant? Est-ce que tu arrives... Sylvie, excuse-moi, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Comment est-ce que tu lis Beckett maintenant? Est-ce que tu arrives à oublier que tu l'as lu? Alors non. Relire d'une autre façon? Alors non, je n'oublie pas que je l'ai lu, mais par contre, ce qui là, c'est très drôle, parce que quand j'ai relu Molloy, là, si tu veux, j'avais vraiment l'impression de revenir en arrière, hein, mais de le relire tel que je l'ai lu tout jeune, et à un moment où ça allait bien quand même, si tu veux, où je le lisais avec un immense plaisir, et voilà, j'étais à nouveau, si tu veux, c'était très très bizarre d'ailleurs. Surtout Molloy, quand j'ai relu, mais c'est peut-être parce que les autres, il y avait eu moins d'écart de lecture, hein, donc je les avais. Et Molloy, il y avait longtemps que je l'avais pas relu, mais je l'ai relu comme si d'un seul coup, si tu veux, sa lecture m'a relié au lecteur que j'ai été à l'époque. C'était très très rafraîchissant. Et quelle voix tu as quand tu lis Beckett? On entend. Tu as entendu un peu? Oui. Non. Toi, quelle voix j'ai? quand tu lis à voix haute, très bien. Mais toi, c'est une question de technique idiote. Mais tu parlais de la voix intérieure que tu avais. Ah oui. Quelle voix as-tu quand tu... Est-ce que c'est la tienne ou est-ce que c'est une voix que tu imagines un peu étrangement avec une sorte de participation de Beckett? Est-ce que tu essayes de... Je suis pas sûr de bien comprendre. Mais tu peux quand même... Est-ce que tu as... Est-ce que tu es possédé? Voilà, c'est la question. Pascal a compris la raison de ma question. Est-ce qu'il y a eu, peut-être plus maintenant, je souhaite que ce soit plus qu'à maintenant, mais est-ce qu'il y a eu au début une sorte de phénomène qui n'est pas complètement inédit chez ces grandes affections qu'on peut avoir pour des écrivains? Je peux te dire qu'en tout cas, si tu veux, la première chose que j'ai fait en écrivant Rien qu'une affaire de regard, c'était de vérifier que ça ne ressemblait pas à Beckett. Si tu veux, le truc c'était ça, c'est-à-dire que en fait, voilà, je l'écrivais. Est-ce que ça ressemble à Beckett? Ah non, quand même, ça ressemble pas. A priori, ça ressemble pas à Beckett. Et voilà, et c'était ça. Et puis après. Donc quand ça a été publié, si tu veux, je veillais avec plaisir qu'on ne me parlait pas de Beckett. Au seuil, personne ne m'a parlé de Beckett, etc. Personne ne m'a parlé de Beckett. Et ensuite, quand j'ai publié, alors après j'ai publié Chroniques imaginaires de la mort vive. Alors là, si tu veux, c'est ce qui paraît spectaculairement loin de Beckett comme ça à la lecture. Donc voilà, j'ai dit bon. Hyper Beckett, ça va là, hein, on n'est pas sur le même strapontin. Mais alors qu'en réalité, bon, maintenant quand si tu veux, je me rends bien compte que tout ça n'est qu'une illusion. Et d'autant plus qu'en réalité, par exemple, le fait, il y a aussi une chose, c'est-à-dire que moi j'écris des livres qui ne se ressemblent pas du tout, hein, qui sont vraiment, enfin a priori, hein, quand on les regarde comme ça, chaque livre est très très différent du précédent. Mais en réalité, je veux dire, c'est une fuite, hein, c'est un truc, c'est-à-dire que instinctivement, je sais bien que j'essaie d'échapper à quelque chose. Et en fait,
j'essaie d'échapper à quelque chose aussi parce que j'ai toujours en moi la conscience très forte du parcours qui est l'œuvre de Beckett. Beckett, c'est vraiment un parcours. Quand on lit, quand on reprend les textes les uns après les autres, ce que je n'ai pas fait ce soir, parce que là ce soir j'ai plutôt suivi la chronologie de ma propre lecture, mais si on reprend les textes à partir des textes de jeunesse, et puis qu'on rajoute Murphy et Watt et Mercier et Camier et Molloy et Malone et l'innommable dans ce sens-là, et qu'après on passe à commencer, et qu'ensuite on continue avec les textes brefs, tout. J'ai oublié de parler Pour finir encore, etc. Et puis j'ai oublié de parler des nouvelles et textes pour rien, etc. Et quand on arrive après, effectivement, Pour finir encore, et puis et tous ces textes-là, et bien voilà, je veux dire, il y a une espèce de caractère inéluctable de ce cheminement-là, qui fait que moi j'ai envie d'un parcours beaucoup plus erratique qui ne me mène pas nécessairement vers l'abîme. Tu vois, voilà, je veux dire, bon, je sais qu'il, je sais où il est l'abîme, voilà. Donc, moi, je vais dans tous les sens et je trace des ellipses, mais voilà, je vais pas tout droit, quoi, parce que bon, non, je veux dire, je sais ce qu'il y a au bout, quoi. Mais c'est quand même pas pour ça que, enfin, en prenant un tout petit peu de recul, en ayant lu 4-5 en fait de tes textes, qu'on voit pas, voilà, en les laissant un peu cimenter, qu'il y a en fait une sacrée cohérence en fait qui se dégage, malgré le fait que les formes sont différentes, que la mécanique narrative qui est utilisée est différente. En fait, il y a quand même des choses qui sont vraiment exploitées à chaque fois, posées. Et la question centrale, qui est la question de l'identité. On n'y échappe pas, hein. On n'y échappe pas, et ça, c'est la question, si tu veux. Et ça, c'est la question, c'est la question de Beckett, hein. Je veux dire, bon, le texte, s'il y avait un texte, pour moi, à mon sens, c'est quand même le texte majeur de Beckett, c'est l'innommable. Et bon, ben voilà, hein, et l'innommable, il a tout dit, hein, innommable. Mais alors justement, est-ce que Beckett, qui a passé presque toute sa vie et toute son œuvre à se débarrasser de l'influence de Joyce, enfin, on peut dire ça comme ça. Ah oui. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être débarrassé ou libéré de l'influence de Beckett, ou est-ce que tu as l'impression que ton parcours est celui de quelqu'un qui se défait d'une influence en allant vers cette mutation d'identité qui... Maintenant, j'ai l'impression d'être un petit peu tranquille, quand même, hein, puisque je peux le relire sereinement et tout, donc j'ai l'impression d'être un petit peu tranquille. Mais le fait est que, par exemple, dans la correspondance dont je parlais tout à l'heure, la correspondance du jeune Beckett, il parle de l'influence de Joyce. Il y a des lettres dans lesquelles il parle de l'influence de Joyce et dont il n'arrive pas à se défaire. Et en lisant ça, je ricanais. Ah oui, j'ai vu ça en ricanant. Non, mais c'était vraiment ça. Je crois même qu'il est allé jusqu'à mettre les chaussures de Joyce, et Joyce avait un tout petit pied, c'était pas le cas de Beckett. Il avait des douleurs de pied. Non. Ah bah oui. Il s'en est un peu sauvé en prenant une autre langue. Oui, tout à fait. Et puis aussi, mais en même temps, si on regarde bien, l'écriture de Joyce, si tu veux, elle va dans un sens, si tu veux, si on était en maths, on dirait que on va vers, c'est une espèce de parabole qui tend vers l'infini, l'écriture de Joyce. Et Beckett, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est une hyperbole asymptotique à zéro, hein. C'est-à-dire que, voilà, je veux dire, il a pris une courbe et il a tracé l'inverse, et puis voilà, il a renversé Joyce. Mais bon, finalement, il fait la même chose, hein, à l'envers. Mais on avait ici, il y a quelques semaines, un écrivain irlandais qui avait choisi d'écrire son premier roman en français, Dov Lynch. Ça n'a rien à voir, hein, c'est très loin et tout. Mais en même temps, on avait cette impression qu'il partait d'une espèce d'accumulation, d'envie, de tas de choses, et qu'il avait brisé cette envie. En écrivant en français, c'était difficile pour lui. Oui. Et en fait, toi, tu as fait cuire ton chaudron, enfin tu as fait mijoter ton chaudron pendant des années, jusqu'à ce que, pom, le coup de... Il y a un coup de cuillère sur le chaudron qui dit maintenant il faut que t'écrives. Oui, c'est le coup de cuillère sur le chaudron, oui, c'est bien ça. Et Beckett faisait partie du chaudron. Oui, Beckett faisait partie. C'est pas ton seul monde. Ah non. Extrêmement loin de là. Oui.
Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est un élément... Ah oui, mais de toute façon, au départ, Beckett, c'est pas tout, hein, mais si tu veux, il a fonctionné comme... je dirais, il a cristallisé des choses. Parce qu'en fait, là, je me rends compte... bon, là, j'ai un texte que je vais pas lire parce qu'il est trop long. C'est, voilà, novembre 1980, tu vois, c'est la date, je l'ai dit quand même, et c'est sans doute le premier texte un petit peu intéressant que j'ai écrit. Donc à ce moment-là, je suis tout jeune et en fait, je crois qu'à ce moment-là, j'ai pas vraiment lu Beckett encore et ça ne raconte rien. C'est quelqu'un qui marche et qui parle en même temps. D'ailleurs, ça s'appelle le marcheur parlant. Il marche et il parle et en fait, et ça décrit ce qu'il voit le long d'une nationale toute droite. Donc il n'y a rien. Donc il marche le long d'une nationale toute droite, il y a des voitures qui passent dans les deux sens, il y a une bifurcation un peu plus loin, et puis il y a des réverbères, il y a un éclairage au loin, et c'est tout comme élément, et il n'y a que ça dans le texte. Et quand j'ai écrit ça, j'étais très très content. Et c'est de la première chose. Et en fait, on voit que bon, déjà, il y a des motifs qui sont complètement beckettiens. Le fait de parler de marché, je veux dire, les personnages de Beckett ne font que se déplacer et parler. Ils ne font que ça. Et d'ailleurs, en fait, de toute façon, il y a que ça à dire, parce que de toute manière, un texte, c'est déjà jamais aller d'un point à un autre. Donc, un texte, c'est un déplacement, de toute façon, et que après, raconter une histoire, c'est une espèce de prétexte pour donner l'illusion qu'on dit autre chose que le fait d'aller d'un point à un autre. Mais en fait, on fait que ça, aller d'un point à un autre, et puis tout en étant sur place, puisqu'en réalité, on est assis. Moi, j'ai une question aussi, juste parce que quand on entend ça, un peu, tu avais déjà parlé de Beckett, on voit que c'est quelque chose qui nourrit de manière complexe ton rapport. Eric, excuse-moi, tu peux parler plus fort pour la question. C'est quelque chose qui nourrit ton rapport à l'écriture, l'histoire de... Voilà, tout ce que tu racontes là. Est-ce que tu as déjà envisagé ou pas, ou pourquoi pas mettre ça aussi en scène dans l'écriture? C'est-à-dire quelque chose qui raconterait, ou sous la forme d'une autofiction, de manière... romancé ou je ne sais pas comment, mais qui mettrait en scène la question de ton rapport à l'écriture de Beckett, mais ouvertement, quelque chose qui ferait circuler des personnages de Beckett, qui ferait apparaître Beckett, qui ferait apparaître Hanok et Beckett, qui ferait, tu vois, quelque chose qui remettrait tout ça sur du papier dans un texte. Sur Beckett uniquement, pas vraiment, mais il y a quand même un texte. Il y a un texte. Oui. Il y a un texte qui existe. Qui existe. Voilà, qui raconte la naissance de quelqu'un à l'écriture et de sa confrontation à la création. Voilà, et le parcours de quelqu'un qui écrit très jeune, jusqu'à aujourd'hui, et qui raconte ce parcours-là. Bon, c'est un texte qui est à venir. Qui est à venir, d'accord. Je disais, j'ai vu un truc. Voilà. Qui est un texte absolument qui est magnifique parce que qui fait appel à beaucoup de choses qu'un lecteur peut traverser, etc. Et en même temps qui est vraiment émotionnel parce que ça raconte la lutte avec l'écriture, avec la création, avec l'envie d'avancer, de se détacher de quelque chose qui n'est pas toujours nommé et qui n'est peut-être jamais dit d'ailleurs. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Moi, ça me paraît des très très belles paroles pour terminer, parce que vraiment, merci beaucoup Philippe de t'être prêté à cet exercice qui permet d'associer vraiment la façon dont un auteur se construit en fait initialement par rapport à un autre auteur, et donc de partager ça avec nous les lecteurs, qui voyons ça toujours d'un peu loin, et là de rentrer vraiment dans la façon dont ça s'est fait, c'est une très très belle expérience, et surtout effectivement avec deux auteurs donc comme Samuel Beckett et Philippe Hanok qu'on aime beaucoup ici, et j'espère que vous aimez tous aussi. Voilà. Et merci beaucoup Philippe. Merci.